Donc, prendre soin dans le monde, perspective du CARE et formation des adultes. Donc, ma tâche est de resituer un tout petit peu la question du CARE et ce cycle dans la réflexion que nous sommes en train de mener dans le cadre du laboratoire RIFT que vous connaissez. Donc, je vais faire tout ça avant de passer la parole à Marie-Vonne et bien entendu à notre conférencière. Donc, entre 2017 et 2018, le laboratoire organisait un cycle de conférences intitulé « Vulnérabilité et formation » en l'abordant sous une triple diversité. Diversité des sujets et des objets qualifiés de vulnérables, diversité des points de vue sur ces objets et sujets, diversité des perspectives de formation susceptibles de contribuer à lutter contre les situations de vulnérabilité identifiées. Ce cycle de conférences inaugurait le développement d'une problématique transversale aux équipes du laboratoire RIFT à partir de la question suivante. Comment la formation des adultes contribue-t-elle de manière inventive à révéler, développer ou renforcer le pouvoir d'agir des personnes, des groupes ou des organisations en situation de vulnérabilité? Alors que les travaux initiés dans les différentes équipes à cette occasion étaient marqués par une volonté commune de contribuer à la construction d'une solidarité institutionnalisée, aujourd'hui, on ne poserait probablement plus la problématique tout à fait de la même manière. On ne qualifierait plus des personnes et des objets comme étant vulnérables, risquant de laisser entendre qu'il ou elle serait porteur de la responsabilité de cette vulnérabilité. On n'assumerait pas non plus de porter un regard sur des objets et des personnes, au risque de renforcer des asymétries existantes que nous dénonçons aujourd'hui. On ne penserait pas la formation comme étant en pouvoir de sortir des personnes des situations de vulnérabilité ou en pouvoir de rendre les personnes actrices, sans les considérer pleinement, laissant entendre que les formateurs et formatrices, les chercheurs et chercheuses auraient une sorte de super-pouvoir, au sens de pouvoir supérieur, permettant de mieux comprendre ce qui est bon ou pas bon de faire pour les autres, qui seraient eux et elles en situation de vulnérabilité. Bien entendu, nous forçons ici le trait, et encore. Nous reconnaissons avoir été, et trop souvent être encore, tentés de croire que la formation et ou la recherche auraient des connaissances et des pratiques plus légitimes que d'autres pour comprendre et agir dans le monde. Alors que personne contesterait le postulat du sociologue Boaventura de Sousa Santos, selon lequel la justice mondiale n'est pas possible sans justice cognitive mondiale, sans contribuer activement à la réduction des inégalités, des discriminations, des exclusions, au moyen de pratiques orientées vers davantage d'émancipation pour toutes et tous, en particulier les personnes vouées au silence et les minorités. Dans une volonté de re-questionner inlassablement nos ancrages, nos conceptions du monde et du pouvoir que nous exerçons par nos pratiques, la perspective du CARE nous est parue très féconde pour nous guider dans un tel projet. Tronto, auteur phase de cette perspective, définit le CARE comme, et je la cite, « une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde de sorte à que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Cette définition sous-tend un projet politique et moral visant à concilier de manière très concrète des besoins singuliers, collectifs, en accord avec une éthique du CARE. Or, l'éthique du CARE ne donne pas de principe prédéterminé universel et englobant de ce qui est moral. La morale est considérée comme étant locale, ancrée dans une activité concrète, se déployant dans un contexte spécifique et nourrie par l'expérience en cours et l'expérience passée. Autrement dit, l'éthique du CARE déplace la question de la morale de ce qui est juste dans l'absolu à ce qui est important dans un contexte donné à un moment donné. Ceci découle du travail fondateur de Gilligan, qui a critiqué de manière profonde une vision binaire de la morale, juste-faux, bien-mal, bon-mauvais, homme ou femme, au profit de visions complexes, singulières, situées, ancrées dans le monde ordinaire, exprimées par des voix autres. Celles-ci doivent être reconnues comme une partie constitutive et participative du monde. Pour ce faire, il est nécessaire de reconnaître à la fois une vulnérabilité intrinsèque
aux vivants à tout moment de leur existence et les inégalités qui en découlent. Il est en outre nécessaire de reconnaître l'interdépendance entre tous les vivants, permettant potentiellement de dépasser les situations de vulnérabilité. Ce sont ces dimensions du care qui nous semblent aujourd'hui particulièrement pertinentes pour repenser, voire transformer collectivement nos pratiques en pratiques attentionnées. Assumer ainsi la responsabilité éthique et politique de percevoir l'autre, tout autre, aussi et surtout ceux et celles qui sont réduits au silence, de reconnaître et entendre leur voix et d'être avec, pour, si souhaité de part et d'autre, trouver ensemble un moyen de rendre l'environnement source d'émancipation et de vitalité. Pour nous accompagner dans ce projet exigeant, le cycle de conférences que nous proposons et la publication que sortira au printemps prochain sont pensés comme des lieux privilégiés pour partager les dilemmes auxquels nous confronte la perspective du care dans nos contextes et nos pratiques, et pour construire collectivement des pistes de réponse encore une fois situées, vouées à se transformer et à s'enrichir au fur et à mesure des échanges. Ces lieux sont l'occasion de découvrir des travaux liés à différents terrains, aux ancrages théoriques et épistémologiques variés, tous traversés par le même questionnement: comment nos activités d'éducation, de recherche et d'intervention en formation des adultes s'actualisent-elles pour assurer collectivement l'attention à l'égard d'autrui, l'écoute, la responsabilité pour les vivants? Dans quelle mesure nos activités contribuent-elles à une critique du système dominant pour participer activement à l'émergence d'alternatives au positivisme institutionnel, à la construction de façon humaniste et durable d'habiter notre monde? Nous nous réjouissons de cheminer avec, et je dis bien avec, vous toutes et tous.